Le chef du Hezbollah éliminé par l'armée israélienne. Et maintenant, quelle sera la riposte du mouvement chiite et aussi de son allié, l'Iran? Regardez la réponse du vice-président iranien. Nous avertissons les dirigeants du régime d'occupation que l'effusion de sang injuste, en particulier celle du secrétaire général du Hezbollah, le martyr Hassan Nasrallah, entraînera leur destruction. Et pendant ce temps, vous voyez ces images exclusives TF1 LCI de ces chars israéliens qui sont déjà disposés, positionnés à la frontière avec le Liban. Est-ce que ça annonce une opération terrestre dans les prochaines heures? Le Liban le redoute. On va retrouver notre correspondant en Iran, Siavosh Ghazi, qui est connecté. Bonsoir Siavosh Ghazi. On voit que tout s'accélère ce soir, les frappes israéliennes qui s'intensifient, les chars israéliens qui sont positionnés à la frontière avec le Liban et la colère du vice-président iranien. On imagine qu'en Iran, tout le monde parle d'une éventuelle riposte du régime des mollahs. Effectivement, il y a peu de réactions en Iran, malgré ces déclarations, par exemple, du vice-président iranien ou du guide suprême iranien qui a décrété 5 jours de deuil national après la mort de Hassan Nasrallah, qui est un peu son protégé, son fils spirituel et politique. Mais de fait, on ne voit pas ce que l'Iran pourrait faire ou ce que voudrait faire. Il faut savoir que dans les frappes israéliennes hier, il y a aussi un haut commandant militaire iranien qui a été tué, le général Abbas Nil Fouroushan, qui était chargé de la coordination des forces de la résistance. Les forces de la résistance, c'est un terme qui est utilisé par l'Iran pour qualifier le Hezbollah, mais aussi différentes forces dans la région, aussi au Yémen, les milices chiites en Irak ou en Syrie, ou encore le Hamas palestinien, qui a été tué. Il faut se rappeler qu'en avril dernier, lorsque il y a eu une frappe contre le consulat iranien à Damas, qui avait causé la mort d'un autre général iranien, dans cette frappe contre le consulat iranien, l'Iran avait riposté en lançant 300 drones et missiles contre le territoire israélien. Cette fois-ci, on sent que c'est plutôt la retenue et on ne s'attend pas à une réaction militaire de l'Iran, notamment après la mort de Hassan Nasrallah, qui était le principal allié de l'Iran de la région, mais aussi de ce militaire iranien, de ce haut gradé qui a été tué dans les frappes israéliennes à Beyrouth. Merci Siavosh Ghazi, correspondant en Iran, pour ces remontées de terrain en direct ce soir. Alors, l'organisation Hezbollah en a-t-elle les moyens? Tsahal, sur LCI, ne sous-estime pas la puissance de frappe du Hezbollah. Écoutons. Hezbollah, c'est la plus grande armée terroriste du monde. La plus grande, c'est-à-dire au niveau où il y a à peu près 100 000 hommes, il y a à peu près 250 000 missiles, dont des missiles de croisière, des missiles balistiques et des drones, depuis des années entreposés. C'est une armée qui reçoit entre 1 milliard et 1,5 milliard de dollars par an de l'Iran, de la République islamique d'Iran, pour ses armements et son fonctionnement. Et donc, même si depuis une dizaine de jours, on frappe le Hezbollah et on a éliminé, comme hier soir, donc son chef, il y a encore des milliers d'hommes, il y a encore des structures à éliminer, à détruire. Cécile Bartoli, vous nous avez rejoint. On voit que le colonel Rafovitz souligne la quantité de missiles dont dispose l'organisation terroriste. Que sait-on exactement sur l'arsenal militaire du Hezbollah ? Alors, comme la plupart des groupes armés, le Hezbollah tente de garder secrète sa capacité militaire. Ce que l'on sait, c'est que depuis la guerre du Liban en 2006, son armement a augmenté en taille et en sophistication. Selon de nombreux experts, il posséderait le plus grand arsenal de tous les groupes armés au monde, à l'exception évidemment des gouvernements. Parmi ses armes, des mitrailleuses, des lance-roquettes, des drones, des mortiers. Et d'après la CIA, le Hezbollah posséderait environ 150 000 roquettes et missiles de différents types. Alors selon le Centre d'études stratégiques et internationales, un organisme de recherche basé à Washington, il y aurait parmi ces missiles et des missiles balistiques guidés et non guidés et des missiles à courte et moyenne portée. Et l'un de ces missiles pourrait même parcourir jusqu'à 200 km. Ces armes
elle serait principalement stockée dans des réseaux de tunnels et des bunkers construits par le Hezbollah. Cécile, qui approvisionne le Hezbollah ? Alors ce n'est pas un secret, l'Iran fournit les armes à la milice chiite et réapprovisionne en cas de conflit avec Israël. Mais il n'y aurait pas que l'Iran. Selon Nicolas Blandford, un analyste basé à Beyrouth que cite le New York Times, le Hezbollah s'est procuré des armes et d'autres technologies militaires non seulement de l'Iran, mais aussi de la Syrie, de la Russie, ainsi que du marché noir. Enfin, le Hezbollah peut s'appuyer sur un nombre conséquent de soldats. Selon la CIA, il y aurait 50 000 combattants armés. Selon la milice chiite, il serait le double. Le Hezbollah est sans conteste l'une des plus grandes milices de la région. Merci beaucoup Cécile pour toutes ces informations générales. C'est un sacré arsenal militaire dont dispose le Hezbollah. D'abord, il faut qualifier de quoi on parle. Ce sont des armes individuelles ou de groupes d'infanterie légère. On est bien de l'arme de guérilla et pas de l'arme d'agression conventionnelle. Ce sont des armes légères en tant que telles. La seule différence, il y a 2 points par contre qu'il faut souligner qui ne sont pas des armes légères. D'abord les drones. Parce que les drones, on a bien vu qu'ils avaient une certaine efficacité, on découvre ça depuis 3 ans. Et puis, cette affaire de missiles. Alors moi, je reste très dubitatif sur ses capacités de missiles, parce que ça fait des semaines qu'on a entendu Nasrallah évoquer des représailles sur Israël, mais qu'est-ce qu'on a vu vraiment comme frappe de missiles ? Dès lors qu'on a des missiles, ils ne sont pas là pour être dans des tunnels, ils sont là pour être utilisés, surtout quand on dit qu'on va faire des représailles. Quand on parle de 150 000 roquettes, le bilan journalier, c'est 50 à 100 quand tout va bien. Ça prouve qu'on n'est pas capable, à la date d'aujourd'hui, vu de ce qu'on sait aujourd'hui, du côté Hezbollah, d'avoir des frappes massives qui pourraient saturer, finalement, les défenses israéliennes et avoir un impact. Donc voilà, on est plutôt, moi j'ai quand même l'impression qu'on est dans un système déclaratoire des capacités potentielles militaires du côté du Hezbollah et que la vérité n'est pas là. Il y a une capacité de nuisance, la preuve, des roquettes tombent. Il y a un missile qui est tombé, je crois, pas à Tel Aviv ou à côté, la semaine dernière. Les Houthis ont réussi à en envoyer 1 ou 2. On est quand même beaucoup dans le déclaratoire et pas dans l'efficacité militaire. C'est pour ça que j'ai quand même beaucoup de doutes sur tous ces moyens. Alors, de notre côté, je pense que Koel Rafovitch a un petit peu rajouté. Je trouve que c'est un peu de la propagande quand même pour dire, vu les moyens qu'il a annoncés, on a presque une armée face à nous. Oui. Bon, alors je pense qu'il faut rester raisonnable. Donc voilà, donc entre ce qui est dit, qui est un peu excessif, ce qui est montré, qui me semble peu crédible en termes d'efficacité militaire, je ne pense pas que cette capacité de nuisance militaire sur Israël soit avérée. D'abord, quand on sait qu'il n'y a que 12 systèmes d'hommes de fer chargés d'arrêter les roquettes, pas plus de 12, on voit bien qu'il serait aisé finalement de les saturer si on avait autant de roquettes que cela. Voilà, donc je raisonne, je n'ai pas d'éléments particuliers, mais en raisonnant, je trouve quand même que ce qui nous est annoncé depuis des semaines, sinon des mois, même les 50 000 combattants, on les a jamais vus. On les a jamais vus. Il y a peut-être quelques unités. Le Hezbollah parle de 100 000 même. Oui, donc on est dans la propagande. En revanche, ce qui est certain, et c'est là que l'armée israélienne peut être mise en difficulté, comme elle l'était en 2006, c'est des actions type de guérilla, des petits groupes, des petites unités. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vu, je dirais, l'affaiblissement par attaque sur les pagers et autres d'une partie de l'encadrement, plus l'encadrement supérieur, là, la capacité de coordination des troupes, enfin des forces du Hezbollah est remise en question et il n'est pas certain que le Hezbollah soit capable de résister à une vraie opération militaire. Donc les enseignements pour Israël depuis 2006, c'est qu'on va y aller. Et quand les images que vous avez montrées de nombreux chars de bataille, on va les revoir, ils ne sont quand même pas. Il y en a quand même un certain nombre. On voit bien qu'on les a pas déplacés comme ça pour faire beau. Ben oui, images tournées par nos envoyés spéciaux Solène Rioux et Camille Souhaut. Qu'on peut avoir, mais non, c'est là. Donc, et justement, comment vous l'interprétez ces images ? Le fait qu'Israël ait positionné ses chars à la frontière avec le Liban ? Alors moi j'ai vu ça en 82 et quelques jours après il passait. Donc si je devais faire une déduction, je pense qu'il y a une probabilité qu'il passe. Simplement parce que, je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure, c'est une notion d'exploitation de tout ce qui s'est passé depuis 3 semaines, élimination des chefs, en haut, élimination des chefs subalternes, destruction des capacités de nuisance type missiles et autres, et surtout roquettes comme on l'a vu, destruction des infrastructures. Donc aujourd'hui, le champ de bataille a été préparé par les frappes diverses.
les ressources humaines ont été quand même plus ou moins dispersées, parce qu'il n'y a plus de commandement. Donc il y a une opportunité maintenant, dans les 15 jours à 3 semaines à venir, et je pense que ça sera avant, que l'armée israélienne rentre au sud-Liban pour achever le travail. Et on revient avec cette notion de sécurité, c'est-à-dire repousser le Hezbollah, comme c'était prévu par la résolution 1701, au-delà du Litani, de telle façon que les colonies ou les villages israéliens puissent réaccueillir leurs habitants et être pratiquement, pas toujours, hors de portée et hors de danger des frappes du Hezbollah. Richard Berly. Oui, et n'oublions pas qu'il y a des choses qui ont énormément changé par rapport à la guerre de 2006, la fameuse guerre de 33 jours qui s'était terminée par une sorte de statu quo, on peut dire, entre l'armée israélienne et le Hezbollah, mais statu quo dans ce cas-là, c'était plutôt une défaite pour l'armée israélienne compte tenu de sa supériorité militaire. La première chose qui a changé, c'est l'Iran, ça vient d'être dit, qui est dans une position difficile et qui n'a sans doute pas envie de tomber dans ce qu'on appelle de plus en plus le piège israélien, c'est-à-dire d'être attiré dans un conflit beaucoup plus large. Le deuxième élément, c'est la décapitation du commandement, mais aussi le fait que toutes les bases arrières du Hezbollah à Beyrouth Sud sont désormais coupées ou sans doute en situation très difficile. Or, il faut bien ravitailler cette force qui est au Liban Sud, cette force du Hezbollah qui fera face à l'assaut israélien, la ravitailler en armes, mais aussi une logistique complète. Et le troisième élément, on n'en parle pas du tout, mais n'oublions pas la Syrie. En 2006, la Syrie était en position d'aider massivement le Hezbollah, la Syrie de Bachar el-Assad, j'entends. Elle était en position de l'aider. Elle pouvait l'aider militairement, elle pouvait faire passer des convois d'armes, elle pouvait le soutenir. Le régime syrien d'aujourd'hui n'est plus du tout le régime syrien de 2006. Donc on est face à une force, certes, alors quels sont les chiffres ? Effectivement, moi je suis plutôt de l'avis du général, ils sont sans doute augmentés à la fois par le Hezbollah et par Israël qui veut montrer que son adversaire est redoutable. Mais derrière ces chiffres, c'est une force qui est positionnée au sud Liban et qui se retrouve en réalité isolée et privée de son commandement opérationnel. Ça fait quand même beaucoup pour lutter face à ce type de force qu'on voit là maintenant sur les images, c'est-à-dire une armée israélienne extrêmement organisée et extrêmement puissante. Rina Massiste, Israël est prête à une opération terrestre au Liban ? Oui, je reviens à ce que le général a dit et j'accepte tout à fait son analyse, mais il faut quand même, on n'oublie pas qu'on est après le 7 octobre. Donc cette balance, bien sûr, l'armée israélienne est beaucoup plus forte que Hezbollah. C'est pas ça la question. Mais on est après le 7 octobre et on est dans une situation où toute une région d'Israël est devenue des villes fantômes. Et ces gens-là, ils vont pas retourner, même si on dit mais Tzahal est beaucoup plus fort, il ne faut pas avoir peur, c'est pas équilibré, etc. Ils n'ont pas de chars pour combattre, ça ne va pas rassurer les gens. Tant qu'il y a encore des roquettes et des missiles qui tombent, ils ne vont pas y retourner. Et on n'oublie pas, à peine 2 mois, il y avait cette terrible catastrophe avec une roquette lourde sur le village de Majd el-Shams qui a tué quand même 12 enfants. Il fallait une roquette. Donc, bien sûr, on peut comprendre les parents que même si ce n'est pas un énorme assaut, une énorme offensive de la part de Hezbollah, peut-être ils sont plus capables, mais même ce qu'ils peuvent faire, c'est assez pour paralyser en fait tout un pays. Alors, vous n'attendrez pas d'un ancien diplomate qui vous dise qu'une opération terrestre, c'est une bonne idée. On a déjà beaucoup éliminé de chefs et d'armes du Hezbollah. Une opération terrestre, ça risque de ressembler à nouveau à une guérilla, finalement, puisqu'il y a des populations qui sont là, donc des morts civiles. Et alors, je ne peux pas ne pas vous rappeler que, puisqu'on parlait tout à l'heure de la résolution 1701, selon laquelle le Hezbollah devait être démilitarisé dans cette zone sud, au sud de la rivière Litani, jusqu'à la ligne bleue qui est la frontière israélienne. Mais il y a une opération casque bleu qui est là depuis fort longtemps, qui s'appelle en français la FINUL, dont c'est précisément le mandat. Alors ce serait peut-être le moment maintenant de demander à la FINUL de faire son travail grâce à, si je peux m'exprimer ainsi, tout ce qui a été fait dans les semaines passées contre le Hezbollah par Israël, et on pourrait ainsi se passer d'une opération terrestre, laquelle va s'accompagner encore une fois de morts collatérales civiles. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut faire entendre raison à Benjamin Netanyahou ? Ça peut être que les États-Unis. Alors, comme ils sont en pleine campagne électorale, c'est assez délicat, effectivement, pour Biden et Blinken. Je pense que seuls les États-Unis peuvent persuader le Premier ministre israélien.